suis ravie d'accueillir Marc Shepson et Antoine Bonnet de la librairie Michel à Fontainebleau. Je suis votre commandante de bord encore une fois pour cette rencontre. Je vais juste vous énoncer les consignes, non pas de sécurité, mais impératives pour le bon déroulé de la séance. Il faut que vous ne remettiez absolument pas ni vos accès vidéo, ni vos accès audio que je vous ai coupés. Je sais, c'est pas très sympa, mais c'est très important pour l'auteur et le libraire pour qu'ils puissent parler librement. Je rappelle juste que le livre de Marc Shepson, Et je veux le monde, est sorti dans le nouveau label de chez Lattès qui s'appelle La Grenade. Il vous en parlera tout à l'heure. Il est sorti le 4 mars, si je ne me trompe pas. Il est en vente et en précommande chez les libraires qui ouvriront mardi sur leur site de précommande, donc, avec le système Quick and Collect et Drive. Vous trouvez toutes les informations sur le site je soutiens ma librairie.com. Sur le site marchand aussi de notre ami libraire Antoine, il vous dira tout à l'heure. Messieurs, je vous laisse discuter pendant au moins 30 minutes. Les participants peuvent poser des questions à Marc par mon intermédiaire sur le petit chat en bas et je me ferai un plaisir de revenir en fin de séance pour les poser à Marc. Messieurs, je vous souhaite une très belle rencontre et n'hésitez pas, je ne suis pas très loin. C'est à vous. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour Marc. Ravi Bonjour. de vous accueillir pour ces rencontres un peu atypiques, rencontres qui ne sont pas pour le coup en librairie, mais voilà, en rencontre online, virtuelle. Ravi d'accueillir aussi voilà, les gens qui nous suivent en cette fin d'après-midi. Alors, tout d'abord, avant voilà, de vous présenter, que vous vous présentiez, je voulais dire deux, trois mots sur votre livre. Voilà, c'est un premier roman que voilà, j'ai beaucoup aimé. Un premier roman qui est c'est assez drôle, voilà, comment je suis arrivé à ce livre-là. C'est le premier livre, en fait, que j'ai lu pendant la période de confinement. C'est aussi, voilà, la période qui se termine et c'est le livre auquel voilà, je parle là aujourd'hui. Donc, c'est assez drôle. C'est un signe, peut-être. Ce que j'aime, moi, en littérature, c'est d'être surpris, chamboulé, bousculé avec voilà, votre livre, C'est chose faite. C'est un style qui est décalé, une histoire atypique, des personnages réellement attachants. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je remercie voilà, Vincent qui est relation libraire chez Lattès, voilà, qui m'a conseillé votre livre. Voilà, c'est un livre qui est politique, qui est urbain, qui est social, ultra réaliste et profondément humain. Je vous tire voilà, mon chapeau pour ce bouquin. Voilà, on va passer quelques minutes ensemble pour parler voilà, de Samba, de son univers, du vôtre. Voilà, donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous laisse vous présenter en quelques mots, Marc. Écoutez, merci pour votre lecture déjà. Écoutez, j'écris depuis longtemps. J'ai été journaliste, j'ai créé différents médias. Dans le journalisme, mon écriture de prédilection, ça a toujours été le portrait. Parce que le portrait, c'est déjà une manière de peindre quelqu'un en l'écrivant, quoi. Donc, il y a à la fois de l'information dans tout travail journalistique, mais il y a aussi du ressenti. Voilà. Et il y a aussi une manière de raconter en fait, quelqu'un. Et ça a toujours été dans le journalisme que j'ai préféré faire. Et je suis venu en fait à l'écriture beaucoup par la musique, en écrivant des textes de chansons au départ. Et puis, parce que je suis tellement autodidacte, en fait, y compris dans le journalisme. C'est D'accord. pour ça d'ailleurs que j'ai créé mes propres médias, en fait, parce que je voulais en fait apporter un peu une autre parole sur l'idée d'une France plurielle et de la reconnaissance de cette France plurielle. Elle existe, mais d'une reconnaissance de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle a apporté dans l'histoire du pays. Et, ce premier texte, en fait romanesque, j'en ai lu quelques extraits au Pitch Me, qui est un lieu de rencontre littéraire organisé par Karim Misquet, Sonia Rollet, Elisabeth Laine, etc. Et Mayer Guven, qui n'était pas
Alors, on vous a perdu. Il faut rebrancher le micro, Marc. Mais on vous entend pas. Oui, alors je vais essayer de rebrancher moi-même le micro de Marc. Est-ce que par instant tu peux meubler un petit peu? Je crois qu'il ne s'est pas aperçu qu'il avait coupé le micro. Ouais, bah, je lui ai dit, mais bon, je sais pas s'il a. Ouais, on a perdu Marc, il va revenir, hein. Son micro est coupé, donc je pense qu'il doit m'entendre, mais nous, on ne l'entend plus du tout. Ah, voilà, Marc est de retour. Voilà, Je crois que vous avez coupé Ah, votre micro. Je repars, je vous laisse. merci. d'accord. Donc oui, donc du coup, voilà, je vous laisse continuer où vous en étiez arrêté Oui, donc avant qu'on soit coupé. voilà, Maïr Guven, qui n'était pas encore le directeur du label La Grenade, puisque le label n'existait pas encore, était présent et m'a dit qu'il aimerait beaucoup lire le texte. Quand je l'aurais terminé, j'en étais vraiment à mon début. C'était D'accord. oui, les 5 premières pages, ce que j'avais lu. Et donc, je lui ai envoyé quand il était fini. Et entre-temps, en fait, l'idée du label de La Grenade, qui est donc un label ouvert au premier roman et à de nouvelles voix, en fait, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Dont vous êtes en plus le premier, hein. C'est vous le Voilà, premier qui ouvrez le bal, en fait, hein, de ce voilà, label. j'ouvre ouais, ce qui est ben, une chose assez, assez importante pour moi, effectivement. C'est aussi une responsabilité d'ouvrir le bal d'un label. Mais voilà, les choses se sont faites de cette manière. Et je pense que voilà, ce label aux éditions Lattès, il est très important parce que effectivement, on a aussi besoin de nouvelles voix, de nouveaux récits, et qui s'inspirent aussi de cette France plurielle qui est riche aussi en dramaturgie, pas seulement en réalité Mm. sociale, mais en dramaturgie aussi. Et justement, là, ce roman, donc, ouais, qui est votre premier roman, il est sorti juste avant, en fait, la période de confinement. Comment vous avez vécu, en fait, voilà, malheureusement, cet arrêt brutal, en fait, de la fermeture des librairies, malheureusement, là, du roman qui avait déjà vu quelques lecteurs, mais ça s'est arrêté brutalement. Vous l'avez vécu comment, vous? Bah, c'est très frustrant, c'est clair, c'est très frustrant. Effectivement, du jour au lendemain, donc il est resté vraiment quelques jours, hein, simplement en librairie, donc c'est effectivement très frustrant. Après, voilà, je trouve que par ailleurs, il s'est passé quand même des choses intéressantes pendant cette période de confinement, notamment Maïr a créé des ateliers d'écriture sur Instagram avec le label La Grenade et qui a rassemblé une vraie communauté au sens où moi j'aime les communautés. C'est-à-dire, moi j'aime les communautés de passion, j'aime les communautés choisies. Et ça, c'est vraiment le cas. Ça a rassemblé vraiment des fidèles qui s'y retrouvent deux fois par semaine quand même. Ouais, moi, Et je voilà. les ai suivis Mais et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. ah, c'était fort, franchement. Enfin, c'est Mm. fort parce que ça continue. Et puis, mais voilà, en même temps, c'est clair que passer dans les quelques temps d'autorisation de sortie devant toutes ces librairies fermées. Ouais, c'est quelque chose de pas facile à vivre. Après, voilà, on relativise parce que bien entendu que dans cette crise, il y a des choses aussi tellement graves qui sont passées que voilà, du coup, sa propre frustration, Mm. on la relativise aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur, en fait, de l'écriture de ce roman? Alors, j'anime depuis plusieurs années en fait des ateliers de parole qui souvent se transforment en ateliers d'écriture dans des quartiers pauvres, j'ai envie de dire, euh, avec surtout des adolescents entre 14 et 18 ans, en gros. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé il y a 2 ans, tout un été, avec une cinquantaine d'ados du 18e et 19e arrondissement de Paris.
Et en fait, j'ai été très frappé, pas seulement par les réalités que vivent ces jeunes, mais aussi par le potentiel en fait, d'imaginaire que ces réalités provoquent. C'est là que je disais aussi que la réalité de la France plurielle, elle est importante d'un point de vue sociologique, d'un point de vue économique, etc., mais aussi du point de vue de l'imaginaire qu'elle provoque, en fait. Et donc, à la sortie de ces ateliers qui étaient dans des quartiers, comme il y en a de plus en plus, en fait, sur Paris, mais pas seulement sur Paris, on peut voir ça aujourd'hui aussi sur Bordeaux, on peut voir ça sur Marseille, on peut voir ça sur Nantes, etc. Il y a cette espèce de frôlement entre des réalités très dures, socialement très dures, euh, de très grande pauvreté, de très grandes exclusions, et puis des commerces qui arrivent et qui proposent, pour des tas de raisons, parce que les loyers sont moins chers qu'ailleurs, parce que du coup, il y a aussi une mixité dans ces quartiers du fait que les loyers le prix d'appartement sont plus accessibles qu'ailleurs. Aussi, une population qui arrive, qui est très différente, qui sont. Alors, je déteste le mot bobo, ça m'énerve. Toutes les étiquettes m'énervent, donc j'emploie pas plus celle-là qu'une autre. Mais effectivement, des gens qui, vous dire, sont beaucoup dans les professions artistiques, graphistes, auteurs, enseignants, etc., etc., et qui vivent dans ces quartiers. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le frôlement entre les êtres. C'est-à-dire cette frontière où on se voit sans se regarder, on Et s'approche. pourquoi justement avoir voulu en faire un roman et non pas voilà, revenir voilà, à votre métier propre, le journalisme, pourquoi ne pas avoir fait voilà, du journalisme par rapport voilà, à ces thèmes que vous chérissez, ou carrément faire un documentaire, que ce soit un documentaire papier ou un documentaire télé, voilà, vu que vous utilisez pas mal voilà, votre média numérique aussi. Pourquoi un roman? Parce que justement, ce qui m'a frappé, c'est l'imaginaire, le potentiel imaginaire que provoquent ces situations. Voilà. Et c'est alors le journalisme, je l'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je dirige un média d'ailleurs d'ici sur le web, mais j'écris moi-même journalistiquement de moins en moins, quasiment plus. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse de plus en plus, et quasiment uniquement aujourd'hui, je travaille sur un scénario aussi actuellement, c'est vraiment ce qui provoque un imaginaire de confrontation. Quand je dis de confrontation, c'est pas que négatif. Hein. Ça peut être une confrontation aussi, puisque ce qu'on voit aussi dans le livre, c'est que il y a des gens qui se rencontrent pas, qui se rencontrent peu, mais il y a aussi des gens qui se rencontrent. Et il y a aussi des rencontres très inattendues, pour le coup. Mais Euh, justement, au travers de ces rencontres voilà, complètement inattendues et atypiques, votre personnage principal, donc c'est voilà, un jeune qui va avoir 18 ans, qui s'appelle Samba, voilà, qui va, par le biais en fait, de la mairie de son quartier, décrocher un stage et du coup faire pas mal de rencontres, bonnes et mauvaises. Pouvez-vous nous parler en fait de ce personnage de Samba? Comment il est né? Est-ce que c'est justement un personnage purement fictif ou un personnage voilà, qui se nourrit en fait de vos rencontres? c'est les deux à la fois. Alors, il se nourrit de mes rencontres dans le sens où, par certains côtés, son âge, son milieu social, le quartier où il vit, etc., il ressemble à certains jeunes que j'ai pu avoir dans mes ateliers. Par contre, il est complètement fictif. D'abord, il a une dimension que je ne connaissais pas du tout. C'est que c'est un jeune qualifié d'autiste. Alors, on dit autiste léger, mais lui, il rappelle autiste léger, oui, mais bien autiste quand même. Et là, par exemple, je suis allé à la rencontre de parents, de familles, de jeunes, etc., pour comprendre en fait les différents fonctionnements et les différents imaginaires et les différentes manières de verbaliser
que peuvent avoir les jeunes. Je dis bien les différentes parce que, comme chez tous les humains, il n'y a pas deux personnes pareilles, bien évidemment, mais il y a des repères différents dans le langage, dans l'expression en fait, du ressenti, des mots, etc. Et là, par exemple, je suis vraiment allé à la rencontre pour voir, pour écouter et pour inventer ce personnage qui a bien entendu sa singularité, mais qui a aussi ce mode de communication sans filtre que ces jeunes ont généralement, c'est-à-dire que quand je dis sans filtre, c'est-à-dire que effectivement tout ce qu'ils ressentent est exprimé sans censure, sans etc. Voilà. Et justement, pourquoi avoir fait le choix d'opposer en fait ces jeunes, cette jeunesse avec voilà, le monde politique? Parce qu'il est question justement voilà, dans votre livre voilà, de ce stage en mairie voilà, qui va pas forcément bien se dérouler. Pourquoi avoir choisi justement d'opposer ces deux mondes? Alors, en fait, dans le livre, depuis quelques semaines, la municipalité, les élections ont été gagnées par la Nouvelle Droite, qui est un parti dissident du principal parti d'extrême droite, qui est dirigé par un avocat qui est un quadra, Louis Walter, donc qui a gagné la mairie. C'est un coup de théâtre, parce que, comme tout le monde sait, les votes d'extrême droite, par exemple sur Paris, ne sont pas très importants, ne sont pas très nombreux, mais les circonstances, il y a un scandale qui éclate dans l'arrondissement, il y a une division de la gauche, il y a une droite modérée qui est balayée, etc. Toutes les circonstances font que ce maire, Louis Walter, le leader de cette nouvelle droite, devient le maire de l'arrondissement. Donc bien entendu, pour quelqu'un comme pour Samba, qui va avoir 18 ans, qui est un adolescent d'origine africaine, qui vit dans un des quartiers les plus pauvres de l'arrondissement, c'est pas simple de se retrouver stagiaire à la mairie. En plus, il est stagiaire au service communication. Donc voilà, et son meilleur ami, en fait, Eros, qui a le même âge que lui, est aussi pris comme stagiaire. Donc là aussi, il y a une confrontation. Et en fait, c'est la grande sœur de Samba qui le pousse à faire ça en lui disant en fait, si vous refusez tous, vu que vous avez les capacités potentielles pour le faire, on pourra les dénoncer, on pourra dire il y a une discrimination, etc. Donc présentez-vous, défendez votre parcours, votre profil. Et ils sont pris tous les deux. Ils sont pris pourquoi? Parce que la mairie a besoin d'eux, a besoin de faire de l'affichage, et qu'avoir deux jeunes noirs au service communication, dont un jeune décrit comme handicapé, alors que l'autisme n'est pas un handicap, c'est une différence, mais dans les lieux communs, c'est un handicap, et bien c'est un double affichage pour la mairie qui finalement se sert de ça pour montrer que ils sont tout aussi ouverts que la gauche ou la droite modérée pouvaient l'être avant eux. Donc c'est aussi une confrontation. Et justement, là, Samba, c'est le personnage voilà, principal de votre ouvrage. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de personnages qui gravitent autour. Voilà, des personnages, voilà, comme vous venez de l'expliquer, comme le maire de l'arrondissement. Mais vous avez aussi voilà, des personnages qui, moi, me sont chers et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, notamment la sœur de Samba, Aïssatou, qui est, pour le coup, voilà, elle, directrice d'une MJC, donc ancrée dans la jeunesse, mais aussi des personnages comme Jacques et Sandrine, qui sont les directeurs du théâtre voilà, du quartier. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots de ces personnages secondaires, mais qui ont en fait toute une importance en fait voilà, dans le bien fondé en fait de Samba? Alors, Aïssatou, c'est une femme lumineuse. C'est une reine. C'est une reine parce qu'elle n'a jamais eu le choix. Comme elle le dit, elle n'a jamais eu la possibilité d'avoir des doutes, de séparer ses failles. Elle doit être droite, verticale. Et elle est droite, elle est verticale, c'est une gagnante parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Ce qui n'empêche pas qu'en elle-même, elle a aussi des failles. Simplement, elle ne s'exprime jamais. Jacques et Sandrine, donc Jacques Lascrime et Sandrine Rigal,
sont les directeurs du théâtre Vitesse, qui est juste en face de la mairie. Les deux se font face. Et excusez-moi. Donc Jacques et Sandrine, oui, voilà, et qui sont un couple, alors à la fois très ancré localement, mais qui sont aussi des figures du théâtre au niveau de la scène nationale. Hein. Ils ont eu plusieurs Molières. Sandrine Rigal, on l'appelle Rigal simplement, comme on a appelé Garbeau, Deneuve, etc. C'est une marque. Hein. Très peu de femmes actrices sont appelées par leur nom, c'est beaucoup plus courant chez les hommes. Et donc, ces deux personnages, en fait, sont vraiment des figures du quartier, des incontournables. Ce sont des opposants aussi à la politique du père Walter, très déterminés. Ce que va révéler le livre, je ne peux pas en dire trop non plus, c'est que, voilà, ce que je ne peux pas dire trop non plus, c'est que leur relation à l'autre, leur relation à l'exotisme de l'autre, à leur exotisme social, à leur exotisme général, est beaucoup plus ambigu que ce qu'on pourrait le penser. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a intéressé, c'est de sortir finalement de ce clivage qui pourrait être très caricatural, le monde de la culture de gauche et une politique d'extrême droite en face, et de dessiner en fait des êtres beaucoup plus impalpables et beaucoup plus incertains que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Justement, ce livre, moi, je l'ai trouvé universel. En fait, il parle vraiment à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. C'est quelque chose qui était pour vous une ligne directrice à l'écriture, ou c'est venu comme ça, en fait, Excusez-moi, je vous ai mal entendu. Vous pouvez répéter votre question? Oui, sans problème. Je disais que voilà, moi, je trouvais que ce livre, il était vraiment universel, qu'il était voilà, qui Oui. parlait à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Et je voulais savoir si c'était une ligne directrice que vous vous étiez fixée, ou c'était venu comme ça au fil de l'écriture. C'est venu au fil de l'écriture. C'est une super bonne surprise. Je dois dire que j'ai vraiment des retours de gens qui connaissent très très bien le milieu social, à savoir ces quartiers populaires, etc., qui adhèrent complètement au livre. J'ai des réactions de gens qui me disent c'est la première fois en fait, que je lis un roman, je n'avais jamais lu avant, et je ne l'ai pas lâché, et j'ai des réactions très enthousiastes de gens qui sont extrêmement loin, à la fois du point de vue générationnel, du point de vue sociologique, du point de vue géographique même, de ce type de réalité, et qui sont tout autant emballés. Et ça, pour moi, c'est la plus belle surprise, parce que vous parliez d'universalité, et c'est vrai que quand on... Vous savez, il y a un truc un peu bizarre quand même, c'est que, par exemple, quand on écrit sur un milieu, on va dire, bourgeois, blanc, souvent, etc., les producteurs, par exemple, de cinéma, etc., pensent que, en fait, ça peut toucher tout le monde, que ça correspond à une image dans laquelle chacun peut se projeter, finalement. Dès qu'on parle de certaines populations, de certains quartiers, on a l'impression qu'on parle de gens à part. Et moi, j'ai voulu parler de choses qui existent entre les gens, qui sont des relations de domination, l'amour. Après, vous les avez campés aussi. Voilà, c'est quand même des jeunes de quartier, certes, mais c'est des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Ils sont certes en marge, mais voilà, ils veulent avancer, s'en sortir. C'est pas non plus, vous les avez pas campés en tant que voyous. Donc c'est sûr qu'on a plus de facilité, comme vous dites, voilà, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre-là, de s'identifier aussi à eux. Oui, tout à fait, même si dans l'histoire, il y a aussi des rixes qui démarrent entre deux bandes du quartier, et qui vont prendre une tournure extrêmement violente, hein, ces rixes, puisqu'il y a des jeunes qui vont mourir, et que je raconte aussi ça, et j'en ai été le témoin de ce type d'affrontement jeune, donc j'essaye aussi de raconter non pas le pourquoi ça arrive, mais en tous les cas, ce qui nourrit
en fait ces scènes de violence qui existent aussi, et on voit ces jeunes qui sont aussi présents dans le récit d'une manière plus marginale. Ce ne sont pas les héros du livre, mais ils existent aussi. Et ce contexte existe aussi. Mais en fait, Aïssatou, le personnage de la grande sœur de Samba qui dirige l'espace jeunesse, a beaucoup de réflexions en fait là-dessus. Elle est obligée de penser parce que elle est tellement effarée et tellement épouvantée par ce qu'elle voit se passer, ces affrontements, que elle est obligée de réfléchir sur en fait cette guerre des pauvretés et le fait que il y a finalement peu de solidarité entre les différentes pauvretés parce que chacune est un mémoire déformant d'une autre et que ça crée aussi beaucoup de tensions. Et ce sont des choses que vont vivre aussi les personnages, des choses, effectivement, comme vous disiez, positives, des envies de, 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 de vivre, de se construire, de parler au monde. Et je veux le monde. Hein, c'est pas rien, vouloir le monde. Et aussi, à certains moments, une manière d'être aimanté par des réalités sociales difficiles, des violences, des trafics, tout ça, etc., qui les ramènent à quelque chose d'autre. On parlait tout à l'heure de musique. Vous disiez que vous adoriez la musique. Elle est omniprésente en fait dans votre livre aussi. Donc voilà, et par une écriture qui est rythmée, qui est très musicale, mais aussi au sens propre parce que vous avez intégré dans votre texte des morceaux de chansons. Pourquoi avoir fait ce choix-là et notamment ce type de chanson qui est le rap? Alors, il y a beaucoup de rap, mais il y a En aussi majeure Véronique partie, il y a du rap. Sanson, il y a aussi, mais il y a beaucoup de rap, oui. Alors, et du rap qui est lu visiblement par les lecteurs, euh, pas forcément comme du rap, mais en tout cas comme quelque chose qui les touche et qui leur parle aussi, quelle que soit, une fois de plus, leur génération, quelle que soit la musique Hmm. qu'ils écoutent, etc. En fait, je pense que c'est parce que j'ai pas voulu coller des morceaux de musique et des morceaux de rap. J'ai voulu à un certain moment que les paroles chantées ou rappées qui surgissent dans le texte racontent quelque chose des personnages, peut-être à un moment où ils ne pouvaient pas se dire eux-mêmes les choses, et que ces paroles viennent raconter ce qui est en train de se passer en eux. Du coup, visiblement, c'est lu comme quelque chose qui raconte et pas juste comme un extrait de rap, etc., ce qui Hmm. pourrait cloisonner les publics, etc. Ça, c'était une volonté, c'est-à-dire ma volonté, c'était que ces textes viennent effectivement raconter quelque chose du non-dit, de ce que moi-même je raconte des personnages ou de ce qu'eux-mêmes peuvent livrer de ce qu'ils sont dans le récit. Et justement, le fait voilà, d'écrire ce type de roman en y insérant voilà, des paroles de chansons, en collant à la réalité sociale, vous pensez que ça peut faire évoluer les mentalités justement sur des mondes qui s'opposent et qui ont du mal à vivre ensemble? Alors, ça serait un peu prétentieux de dire ça d'une certaine manière. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire évoluer les choses vraiment aujourd'hui. Ce que je constate, comme je vous disais, c'est la grande diversité de lecteurs et d'enthousiasme que le livre provoque et qui est bien au-delà de ce que j'espérais. Il y a vraiment des témoignages de gens qui l'ont lu, qui seraient peut-être les dernières personnes que j'aurais imaginé moi-même. Vous voyez, comme quoi chacun a ses Bien clichés sûr. aussi dans sa tête. Hein. J'aurais moi-même imaginé pouvoir être transporté par cette histoire. Et c'est le cas. Donc, oui, ben c'est un peu la magie de ce qu'une émotion, par quelque chose de créatif, que ce soit une musique, un Hmm. film, un livre, etc., peut provoquer de commun chez des gens qui se pensent et qui se vivent, à juste titre, des fois très différents les uns des autres et dans des réalités extrêmement différentes, voire opposées. Oui, bien sûr. Donc Après, oui, moi, je ça vous dis, participe à quelque chose. j'en parle en connaissance de cause, que là, je suis dans d'une ville à Fontainebleau. Je ne sais pas si vous connaissez Fontainebleau, mais c'est quand même voilà, Oui, une ville voilà, bourgeoise,
Et notamment, moi, ce que j'aime bien, justement, c'est casser ces codes-là et leur faire lire voilà, ce genre de livre, voilà, comme le vôtre. Il y a eu à la rentrée littéraire de l'année dernière 2 livres voilà, qui font écho au vôtre, qui sont le livre de Mathieu Palin qui s'appelle Sale gosse aux éditions Iconoclaste, qui était Oui. un très très chouette livre, et le livre aussi de Sophia Hawin, Rhapsodie des Ouais. oubliés, qui est voilà, C'est sont beau. des très très beaux textes. Et voilà, j'ai trouvé voilà en votre livre voilà des échos à ces lectures-là, et je sais que voilà, à la réouverture de la librairie, je vais conseiller votre livre parce que j'ai eu justement voilà, des bons retours sur ces 2 textes précédemment. Donc, je suis sûr et certain que voilà, ce livre, effectivement, oui, il casse les codes et il parle au plus grand nombre. Je pense qu'il parle de choses qui n'appartiennent finalement à aucun milieu social, à aucune culture en particulier, à aucune génération en particulier, qui sont la peur de l'autre, le désir de l'autre. Qu'est-ce que le désir comporte comme peur aussi? Qu'est-ce que le désir peut manipuler aussi? Ce sont des thèmes qui apparaissent au fur et à mesure. Je ne peux pas en dire trop non plus parce que ça serait Bien sûr. dommage pour les lecteurs. Mais ce sont des thèmes sous-jacents qui, à un certain moment, viennent au premier plan. Euh, et ça, ce sont des choses qui peuvent euh, bousculer. Je reprends votre terme, puisque c'est celui que vous avez employé au début, et c'est un terme qui revient beaucoup, aussi dans les commentaires, sur les sites, etc., que c'est un livre dérangeant. Alors souvent, les gens insistent par positivement dérangeant. Ben oui, dérangeant parce que justement, ça rebute des choses et que les personnages ont de vraies ambiguïtés. Et l'ambiguïté, c'est dérangeant. Voilà. Donc, j'ai pas fait un univers où on peut classer les gens entre bons et méchants selon, comme je vous disais, leur apparence, leur couleur, leur âge, leur Mmh. génération, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je montre les frictions. Voilà, ce qui m'intéresse, ce sont les frictions qui existent à l'intérieur des gens et dans leurs relations. Et justement, voilà, on parlait, moi je vous ai parlé voilà, de 2 textes qui ont fait écho en fait aux vôtres. Et vous avez lu des textes qui vont justement voilà, aider à l'écriture de Et je veux le monde. Je réfléchis. Non, pas vraiment. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un, alors qui est très très loin de ces univers et de ces histoires-là, qui est un écrivain qui me provoque un effet qu'aucun autre écrivain ne provoque. C'est Tanizaki. Euh, et justement, ce que je trouve hallucinant chez Tanizaki, c'est comment toutes les relations humaines ont une part de perversité, quelque part, y compris les plus belles. La confession impudique, par exemple, ce journal écrit par un homme et une femme qui sont mariés, qui sont mariés depuis des années, et qui chacun écrivent un faux journal intime, parce qu'en fait, ils écrivent pour que l'autre lise leur journal. Donc, c'est un faux journal intime. C'est en réalité une lettre inventée à l'autre. Pour moi, c'est un summum de la compréhension de ce qui se cache au fond des êtres. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Vous voyez, c'est très très loin des réalités sociologiques, etc. Même si j'ai beaucoup aimé les 2 livres que vous avez cités, qui m'ont beaucoup beaucoup mué. Mais voilà, là où je trouve mon inspiration, c'est finalement aussi un peu ailleurs, assez loin de tout ça. Ce qui montre bien justement l'université dont vous parlez. Mmh. Alors, je suis revenue, mais je ne voudrais pas vous couper. Je ne sais pas si Antoine, Non, tu pas as de fini. problème. Non, non, Bah, tu as fini. j'avais ouais, quasi Vas-y, terminé. Donc, termine, c'est termine. Je reste là juste en spectatrice. Termine. OK. Non, mais j'avais une dernière question, justement, là, si vous aviez voilà, des conseils de lecture à donner voilà, aux personnes qui nous regardent,
quelles seraient-elles, ces lectures? Alors, de livres qui bousculent beaucoup les choses, finalement. Alors, je vais citer déjà toute l'œuvre de Tanizaki, moi, qui, comme je le disais, est un auteur absolument incroyable. Journal d'un fou, Quatre sœurs, etc. Et puis sur des sujets qui recoupent en fait un peu plus mon univers enfin mon univers, en tout cas l'univers de ce livre, parce que peut-être qu'après je changerai complètement d'univers, pas dans ce que j'écris en ce moment, parce que je suis en train de travailler sur une suite à Je veux le monde, donc là je reste pour le coup, mais peut-être des choses que je ferai plus tard, mais en tout cas qui recoupe cet univers-là. Il y a déjà le livre, alors c'est pas un roman, hein, c'est un livre d'histoire coordonné par Pascal Blanchard, qui est Sexe, race et colonie. Je trouve être un livre stupéfiant, puisque donc ça raconte le rapport entre l'exotisation de l'autre, sa manière en fait de comment on fabrique un fantasme dans un rapport de domination ancré dans une histoire, qui est l'histoire coloniale. Que je trouve extrêmement fort. Le livre de Sophia, Rhapsodie des oubliés, moi, est une petite merveille, c'est clair. Euh, et puis, je pense alors pour le coup, à la Grenade, il va y avoir des textes tout à fait dynamiques, étonnants et très divers Je suis d'accord. Moi, vont être publiés. j'ai lu justement le livre de Samir Sakharov, là, Oui. qui est pareil, qui est un ovni littéraire complet. Et ça m'a dérangé à la lecture voilà, au tout début. Et en fait, on rentre énormément dans ce bouquin-là. On s'attache énormément aux personnages, les nouvelles qui s'entremêlent. Voilà, c'est un très chouette texte, quoi. Voilà, c'est deux très bons textes publiés chez La Grenade. Et il y en a plein d'autres qui vont arriver et qui, pour le coup, je pense, apportent vraiment beaucoup d'histoires, de singularités, de tons différents, voilà, et qui montrent bien que, quand je parlais tout à l'heure de pluriel, de France pluriel, c'est tout sauf de l'enfermement. Voilà, c'est tout sauf de l'enfermement. C'est une manière à la fois d'ouvrir la société dans laquelle on vit, mais aussi d'ouvrir nos imaginaires. Et je pense que tout le monde a besoin de ça. Eh ben, on peut terminer là-dessus. Je suis voilà, ravi de cet échange, en tout cas. Pareil. Alors, juste avant qu'on passe aux questions des spectateurs, je voudrais juste que tu reviennes, Marc, parce que tu es le premier ambassadeur de ce label La Grenade. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ce label? Oui, alors donc, c'est un label qui est dédié en fait au premier roman, et qui donc, ce premier geste, pas forcément le premier geste d'écriture, parce qu'il y a des gens qui ont écrit qui n'ont pas été publiés, mais en tous les cas, le premier geste d'écriture qui va être publié et qui veut apporter à travers ce symbole finalement de premier roman, de premier texte, je pense une dynamique de nouveaux souffles, de nouvelles voix, de nouvelles visions du monde, de nouveaux récits qui mettent en mouvement et en scène des personnes qu'on a peut-être encore trop peu l'habitude de rencontrer dans notre littérature, même si voilà, elle n'est pas attendue, bien entendu, la Grenade pour être très riche, etc. Mais voilà, qui veulent apporter sa touche de titillement, finalement, et c'est une très bonne nouvelle que ce type de choses apparaissent dans le monde de la littérature française. Et on souhaite une longue vie à ce label, justement. Donc, je vais passer aux questions. Il y a quelqu'un qui parle du style de ton roman, et surtout en disant qu'il est très fort et qu'il y a une très forte oralité. Comment as-tu fait pour transformer cette oralité en écriture? Est-ce que tu as rencontré beaucoup de difficultés ou ça t'est venu naturellement de passer de l'oral à l'écrit? Non, ça c'est pas une difficulté, c'est une nécessité pour moi. C'est-à-dire que si j'ai pas ce souffle-là, cette rythmique-là,
j'arrive pas à écrire. J'ai besoin que le texte ait son rythme. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, je passe beaucoup de temps sur la ponctuation. Voilà. Par exemple, la C'est très important. ponctuation, j'y passe, je veux dire, je peux changer 30 fois de suite, vraiment, sur une virgule, un point virgule, un point d'exclamation, etc., où la mettre, ou comment scinder les phrases, comment, etc. Parce que si je n'ai pas de rythmique, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'imaginaire. Pour moi, c'est la rythmique qui me conduit. Donc voilà, c'est une nécessité, c'est pas une difficulté. On pourrait presque rapprocher ton écriture à l'écriture musicale, en fait, puisque c'est pareil. Les respirations, toutes les allitérations en musique, c'est comme ta ponctuation dans ton texte, quelque part. C'est très musical. C'est très important pour toi, ça, non? Oui, c'est très important. C'est très important. Après, ce qui est aussi important, c'est de partir à la découverte, par exemple, de musique. C'est-à-dire que y a deux utilisations différentes pour moi de la musique. Il y a de la musique qui me porte et qui vont provoquer une rythmique dans laquelle je vais écrire, etc. Et puis aussi, il y a la musique intérieure de mes personnages. Voilà. Et là, par exemple, je pars chercher des univers qui sont plus loin. Il y a un moment Maria Carré qui arrive dans le livre, il y a Véronique Sanson, il y a Serge Gainsbourg, il y a des gens comme ça qui arrivent, qui sont différemment ou même pas du tout mon univers, mais qui habitent les personnages. Donc j'essaye aussi de rentrer dans ce que racontent ces chansons-là, dans ce que racontent ces émotions-là, pour m'en servir. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas laissé emporter par cette rythmique et est-ce que ça t'a pas ouvert d'autres horizons? Alors, j'imagine que tu t'es fait un plan de route. Est-ce que cette rythmique n'a pas pris le dessus et t'as pas ouvert d'autres portes? C'est quelqu'un qui pose la question. Oui, alors il y a la rythmique d'une part, il n'y a pas que ça, il y a aussi la complexité des personnages dont je parlais tout à l'heure, leurs ambiguïtés en tout cas. Il y avait des choses dans leur évolution que j'avais pas du tout prévues. Et comme il y a aussi un côté thriller, un côté polar en même temps, et que l'évolution du personnage conduit aussi à la résolution, ça part quand même d'un crime. On ne sait pas qui a été tué, on ne sait pas qui a tué. Et ben en fait, ça a aussi modifié le cours de l'histoire parce que ces ambiguïtés-là, à un certain moment, comment dire, ben, elles me dépassaient un petit peu. Et par exemple, j'avais moi-même envie d'être perturbé par les personnages. J'avais pas envie qu'ils aillent exactement où je voulais moi qu'ils aillent. Et ça, dans le retravail du texte, ça a été très important. De me dire, mais en fait, là, c'est toi qui aimerais qu'il fasse ça. Mais c'est pas ce qu'il ferait. Et donc, de travailler à cette perturbation-là, qui a enrichi aussi beaucoup le texte, et aussi la rythmique du texte, parce que du coup, voilà, ça bouscule tout. Ouais. Alors, j'ai une question sur le personnage principal. Est-ce que c'est facile de rentrer dans la tête d'un personnage qui est beaucoup plus jeune que soi et qui n'a pas du tout la même vie que soi? Non, c'est pas facile. Après, j'ai décidé d'y rentrer sans compromis. C'est-à-dire que tous les personnages et toute l'histoire sont racontés à la troisième personne, sauf Samba. Samba, quand il intervient à la première personne. Et d'ailleurs, il y a des moments dans le livre où il y a un autre personnage qu'il croise dans la rue, et donc on passe du il au je. Parce que c'est il pendant qu'on est sur le premier personnage, et quand il le croise, qu'il le rencontre, il y a souvent un clash, etc. Et là, le récit continue en je, parce que c'est Samba qui reprend la balle, finalement, qui reprend la main. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé, en me disant, il n'a pas de filtre, il est cash, quelque part, il dit tout ce qu'il pense, tout ce qu'il traverse, donc vas-y, mets-toi dedans, et essaye d'être complètement dans sa peau, d'être complètement dans sa tête. Et c'est marrant parce que j'y repense beaucoup dans cette période de confinement. C'est que par exemple, des fois, je me baladais dehors, j'étais dans le métro, etc. Et je voyais des trucs, j'étais à des scènes, et
je le voyais presque plus comme moi, je le voyais, mais c'était lui qui le voyait. C'est-à-dire que je me disais, là, Samba, voilà comment lui il verrait ça, cette personne-là qui vient de s'asseoir en face de toi, etc., etc. Et c'est une manière mais parce que Samba, c'est quelqu'un de magnétique, quoi. Donc, je pense que quand on l'écrit, on est complètement aimanté par lui, quoi. Donc, en fait, c'est pas très dur. C'est très physique, d'une certaine manière. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver sur l'écriture. Est-ce que tu as écrit l'histoire dans l'ordre ou bien est-ce que tu as écrit des chapitres comme ça au gré du temps et est-ce qu'après tu as réorganisé ou tu as vraiment suivi un ordre précis? Non, j'ai écrit l'histoire dans l'ordre, enfin, dans un premier ordre, et je l'ai réécrite une deuxième fois dans un autre ordre, en recommençant par la fin, en fait. Mais par contre, je peux pas du tout écrire des chapitres séparément et les rassembler après, etc. C'est un truc que je sais pas faire du tout. Ça me perd complètement, quoi. D'accord. Et j'ai une dernière question. Quelle est selon toi la place du roman social actuellement? Bah, en fait, le roman social, est-ce que tous les romans sont pas sociaux d'une certaine manière? C'est-à-dire que, je veux dire que je crois que faut pas concevoir que euh, c'est pas parce qu'une histoire se passe pas dans un centre-ville ou dans un quartier euh, que c'est un roman social. Moi, par exemple, pour moi, je fais pas de roman social. Euh, je raconte des gens et des histoires. Après, bien entendu, que le contexte dans lequel cette histoire se déroule et qui est assez rare, assez inhabituel, font qu'il a une empreinte sociale assez forte. Mais, mais je sais pas, vous lisez Madame Bovary, par exemple, c'est un roman social aussi, quoi, Tout à par fait. exemple. Ouais, 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 Parce ouais. que ça raconte vraiment euh, des rapports euh, de domination, homme-femme, une histoire, un milieu social, etc., etc. Donc, pour moi, c'est très, c'est très large, ce périmètre de roman social. Alors là, je vais laisser la parole à mon confrère pour juste faire une mini conclusion et je reviendrai vers vous après pour vous annoncer les rencontres suivantes. Antoine, je te laisse le mot de la fin. Ouais, c'est très gentil. Merci. Bah, tout d'abord, j'ai été ravi voilà, de cet échange avec vous, Marc. Merci aussi donc à Nathalie et à Frédéric pour voilà, l'initiative de ces rencontres online. Ouais. C'est vraiment génial. Voilà, j'avais un a priori de base, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire voilà, nos rencontres avec voilà, nos lecteurs, voilà, où on est en symbiose avec eux. Faire une rencontre virtuelle, c'est vraiment atypique, mais voilà, je recommencerai avec grand plaisir parce que c'est vraiment une superbe expérience. Voilà, donc le mot de la fin, bah, comme vous le savez tous, on rouvre nos librairies donc là la semaine prochaine. Voilà, on a vraiment hâte de retrouver tous nos lecteurs. En passant, j'ai deux petits conseils de lecture si je peux me permettre. Ah, donc le livre d'Amélie Cordonnier, donc qui est son deuxième roman, qui est un livre que j'ai adoré, qui m'a bouleversé. Voilà, on parlait de roman dérangeant, voilà, c'est également un roman dérangeant. Voilà, c'est aux éditions Flammarion. Et C'était voilà, avec pour faire le pendant. Et ouais, tout à fait, elle était là, ouais, j'ai adoré cette rencontre. Et un autre livre qui s'appelle La deuxième femme de Louise May, c'est aux éditions du Masque. Voilà, c'est un thriller psychologique génial, c'est hyper haletant et palpitant, voilà, vraiment à découvrir. Et puis voilà, pour vraiment terminer, voilà, je souhaitais souhaiter un bon courage et une bonne reprise à tous mes camarades libraires, à à tous les éditeurs aussi. Voilà, une grosse pensée pour la team Lattès, voilà, avec qui on a organisé cette rencontre-là. Voilà, prenez soin de vous et puis voilà, à très vite dans le monde d'après.
Merci Merci à beaucoup pour l'invitation, la rencontre et pour cette initiative qui est vraiment super. Merci d'avoir infiniment. accepté. Et Antoine, évidemment, tu es le bienvenu pour animer une prochaine rencontre. Alors, je vais juste rappeler que le livre de Mark Shepson, Et je veux le monde, est sorti dans le label La Grenade chez Lattès. Il est sorti le 4 mars. Donc, comme Antoine l'a dit, le 11, les librairies rouvrent. Donc, vous pourrez aller le chercher chez vos libraires préférés. Vous pouvez aussi le commander sur toutes les plateformes numériques et le précommander sur le site je soutiens ma librairie.com où vous avez tous les points de vente qui font le système de précommande, de Quick and Collect et de Drive. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs. Moi, je vous retrouve demain avec Colombe Schneck à partir de 17h30 pour son livre Nuit d'été à Brooklyn chez les éditions Stock. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, attention, on va être plongé dans le noir. C'est un peu violent, c'est un peu comme ton livre, un peu, c'est parfois violent. Donc, je vous dis à bientôt, je vous embrasse Merci et beaucoup. Merci beaucoup.